Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et experte en prise de parole en public. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix pour lui donner de la visibilité. Parler en public vous tétanise et vous aimeriez découvrir des clés concrètes pour pouvoir vous libérer de votre trac et du regard de l'autre. Je vous invite à me rejoindre pour un stage découverte du théâtre d'improvisation et de la prise de parole en public le samedi 22 novembre prochain de 9h à 18h à Marquette-les-Lilles chez Comapi. Pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour réserver votre place. Sachez que les places sont limitées à 8 personnes, alors inscrivez-vous dès à présent. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bercé depuis sa plus tendre enfance par la musique, mon invité du jour revient sur son parcours avec beaucoup d'authenticité et de sincérité. Citoyenne du monde, elle démocratise le chant et plus particulièrement le gospel qui lui a ouvert le champ des possibles. Coach vocal passionnée, elle fait vibrer les cœurs et emmène des foules entières à se reconnecter à l'essentiel, grâce à la musique et son approche vivante et dynamique. Entrepreneuse et globe-trotteuse, elle sillonne le monde pour valoriser le gospel et le faire découvrir au plus grand nombre. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Florence Aubran. Bonjour Florence. Bonjour Anne-Sylvie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui pour une nouvelle interview. Merci à toi. C'est surtout moi qui te rend. Je suis très contente. On a enfin réussi à trouver une date commune. Alors, ce qui est important pour moi dans ce podcast, c'est vraiment d'expliquer en fait aux auditeurs qu'est-ce qui fait que des personnes décident à un moment de devenir artistes de leur vie. Est-ce que le chemin était tout tracé ou pas? Et avant de démarrer l'interview, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses me partager, me dire quel genre de petite fille étais-tu? J'étais une petite fille espiègle, réservée, mais rigolote. C'est-à-dire que je ne parlais pas beaucoup, mais quand je parlais, je crois que ça avait déjà un impact chez les maîtresses et chez les autres enfants. Et je pense que j'étais vraiment un clown quand même. Tu avais ce côté déjà un petit peu pétillant et qui donne envie, trublion. Alors justement, cette petite fille, est-ce qu'elle avait déjà cette envie de... Parce que tu dis que tu étais réservée, mais au-delà de ça, est-ce que le chant, tout ça, ça t'est venu dès l'enfance ou c'est au fur et à mesure des rencontres de l'école Je crois que alors comme disait ma maman, parce que c'est vrai que je suis allée lui demander un peu si je chantais depuis toujours, parce que je n'avais pas forcément de souvenirs avant 10 ans. Et elle me disait que je chantais toujours depuis, je babillais beaucoup, je chantais depuis pratiquement bébé. Et c'est vrai que j'ai retrouvé des cahiers, mais même à 5-6 ans, où j'avais photographié des chansons, des artistes. Et j'écrivais déjà, dès que j'ai pu avoir l'écriture, les paroles des chansons. Mais je n'ai pas de souvenir de ça, mais j'ai retrouvé des cahiers où effectivement, ma mère me disait que je chantais souvent. Elle m'avait même dit que je les avais tannés pour aller chez... à l'époque chez Monsieur Martin, Jacques Martin, pour chanter. Il disait non, nous, on est trop timide, on ne viendra pas. Mais elle me dit à 4 ans, oui, dès qu'il y avait une scène, tu chantais, tu dansais. C'est vrai que je n'ai pas de souvenir de ça, mais a priori, voilà, c'était déjà dans mon ADN. Et ça, c'est quelque chose, ça te faisait, avec le recul aujourd'hui, c'est quelque chose, tu te dis, parce que toi, ton souvenir, c'est plus à partir de l'âge de 10 ans. Est-ce que c'était quoi la sensation que tu ressentais en tant que petite fille d'être sur scène, de chanter, enfin, comment ça se passait en toi? Et je crois que c'est une grande question, parce que c'est une question que je me suis posée aussi après sur ma carrière. Je crois que ça m'apportait une telle joie. Je me sentais pour la première fois vraiment à ma place. C'était pas forcément le regard des autres comme j'étais réservée. C'était que j'avais l'impression que la scène, c'était chez moi. Et je me sentais entière. Et c'est toujours la même sensation d'ailleurs, même encore aujourd'hui à 46 ans. Et c'est chouette parce que c'est vraiment important pour les personnes qui nous écoutent. C'est ce que j'aime aussi partager, c'est qu'en fait, parfois, il y a des personnes qui ont une voix toute tracée, d'autres qui se découvrent. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, c'est vrai que quand on voit des réussites ou on entend même sur des podcasts, on se dit ouais, mais cette personne, elle avait le réseau, elle avait. Et en fait, pas forcément. C'est aussi ça l'intérêt. Enfin, en tout cas, moi, mon intention avec ce podcast, c'est de dire
tout le monde peut devenir artiste de sa vie à partir du moment où on décide. Alors justement, on va rester encore un petit peu sur la partie enfance-adolescence. Quel élève étais-tu? Est-ce que justement tu as commencé à faire des études de musique? Comment tout ça a pu éclore dans ta vie? Alors, je viens d'une famille slave et il faut savoir que chez les Polonais, les Tchèques, les Russes, la musique fait partie de l'éducation. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas ne pas faire de musique. C'est comme boire, manger et dormir. Donc, c'est vraiment imposé avec amour, mais imposé quand même. Donc, j'ai commencé le conservatoire, j'avais 6 ans et je rêvais de faire du violon au départ. Mais le problème du violon, c'est que les parents doivent là jouer avec l'enfant et on a un son qui commence à être beau à partir de 7 ans de pratique. Ma mère ne voulait vraiment pas assumer ça. Du coup, elle m'a dit, choisis un instrument qui sera plus léger pour nous, mais qui a un apprentissage sympa aussi. Et j'ai choisi la flûte traversière. Donc, j'ai commencé à 6 ans la flûte traversière, le solfège. Dès 10 ans, il y a la musique de chambre, donc c'est super. Là, on joue avec les copains. Après, il y a l'harmonie, donc il y a l'orchestre harmonique. Et normalement, à 18 ans, on peut intégrer la classe de chant lyrique. Mais j'ai eu la chance d'avoir une dérogation, de pouvoir rentrer à 16 ans. Donc, j'ai fait 2 ans de chant lyrique. Et après, j'ai dit non à cette carrière lyrique parce que moi, je voulais aller un peu m'amuser au Mississippi avec mes collègues afro-américains. Déjà, j'avais ces rêves-là déjà. Donc, j'ai dit non à une carrière classique. Donc, j'ai été baignée dans le conservatoire tout de suite. Et c'était très, très, très rigoureux quand même. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de cantine. Il fallait réviser l'instrument 1 heure et quart par jour. On avait les mercredis, les samedis, donc au conservatoire. Et en plus, on faisait du sport, parce que mon papa était sportif. Donc, il fallait gérer aussi le sport. Donc, c'est sûr que c'était un héritage culturel, social, et on n'avait pas vraiment le choix. Moi, j'en ai pas souffert. Il y avait la dureté quand même du conservatoire, voire parfois la maltraitance du conservatoire à l'ancienne. Mais comme j'étais timide, je prenais ce qu'il y avait à apprendre et je laissais ce qui est de côté, ce qui ne me plaisait pas. Donc forcément, j'aimais le chant et le rythme. Alors, justement, par rapport à ce que tu partages, je vais faire le lien entre le chant, enfin, en tout cas l'instrument, et le sport. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis aussi, pour la suite, d'apprendre ce côté rigueur et discipline que demande le chant, la voix et aussi le sport et l'instrument que tu Ah pratiquais? oui, vraiment, je remercie ça pour mes parents d'avoir été baignés dans la culture et le sport qui sont vraiment indissociables, dans le sens que un chanteur professionnel, on est des sportifs de haut niveau, hein. Les gens ne le savent pas, mais quand on chante vraiment sur scène 1 heure et demie, 2 heures, voire 3 heures, et qu'on a toute la préparation avant, eh bien, on a une préparation physique aussi, hein. Donc, ça veut dire que notre corps, notre voix, notre diaphragme, tout est musclé chez nous, hein. Et ça va jusqu'au périnée, jusqu'au sacrum, le bassin. Donc, ça veut dire qu'on a une discipline sportive. Et forcément, mon papa avait fait le choix qu'on essaye plusieurs sports pour être libre, pour rester libre. Et j'avais quand même 2 sports de prédilection auxquels il était lui-même éducateur sportif. Souvent, les enfants ont ça. 10 ans de gymnastique et j'ai fait 10 ans de planche à voile. Un sport qui est très difficile parce que c'est un sport de persévérance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment peut-être 3 ans pour ne plus tomber. Donc au début, la première année, vous passez 3 heures dans l'eau, le mercredi, le samedi, et en fait, vous tombez 80 fois le fait déjà de juste monter sur la planche. Et ça, voilà, j'en parlais avec les copains, ils laissaient tomber au bout d'un an. Moi, j'en ai fait 10 ans. Et c'est vrai que là, ça m'a appris la rigueur, la persévérance et surtout cette notion, et ce que je transmets beaucoup, cette notion de jamais lâcher. Jamais lâcher ses rêves, jamais lâcher. Quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Il faut juste faire le deuil du temps. Ça arrive quand tu es prêt. Et j'adore l'image parce qu'en fait, tu sais, souvent on se dit, tu sais, j'ai l'image du petit bonhomme qui creuse et qui trouve un diamant. Le diamant est juste derrière l'épaisseur Oui. toute fine et c'est là qu'il baisse les bras et qu'il fait demi-tour. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment important parce que tout, j'allais dire, tout projet qui demande de l'apprentissage, comme tu dis, que ce soit le sport, la chanson, quelle que soit la discipline, souvent, et je pense que ce qui manque, alors après c'est culturel ou pas, peut-être que nous en plus en tant qu'en France on est complètement impatient, mais cette notion de patience et de temps, de rapport au temps, je trouve est vraiment essentielle dans ce que tu expliques parce que pour n'importe quelle personne, là tu parlais de la planche à voile, mais demain quelqu'un qui va apprendre à chanter, il y a toute la partie en amont d'échauffement, de vocalise, qu'on ne voit pas parce que j'allais dire c'est l'arrière-scène d'un chanteur, mais c'est des choses qui sont
évidente quand on le sait le faire, mais pour les personnes qui voient une prestation, ils n'imaginent pas les castings ratés, les extinctions de voix et tout ça. Et par rapport à ce que tu expliques aussi, le corps a un rôle très important. Je l'ai appris moi aussi avec des ponts, puisque en tant que conférencière et maîtresse de cérémonie, ben, ça m'est arrivé une fois de me retrouver à faune et de me dire ah mais là je peux plus travailler. Donc dans ce que tu expliques, c'est il y a le team toi avec ton corps. C'est si ton corps tu prends pas soin de lui, ben, à un moment donné, il ne va pas être disponible pour le moment, le jour J. Donc ça, c'est vraiment important dans ce que tu partages et merci pour ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient le côté émergé de l'iceberg et on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Alors justement, toutes ces heures de travail, etc., comment toi, t'en es arrivé à partir du chant lyrique? J'allais dire, c'est peut-être ton côté aussi un petit peu hors case qui voulait aller vers du gospel. Est-ce que ça s'est fait tout de suite ou comment toi t'y es arrivé par cette parce que quand pour t'avoir vu sur scène avec une énergie mais incroyable, j'en ai encore des frissons d'en parler, c'était vraiment magique. T'as cette envie, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si tu parlais de trouver ta place et pour t'avoir vu t'es animé. J'avais rencontré la Florence juste avant, euh, calme, non mais voilà, et je t'ai vu mais t'étais habité, c'est vraiment ça qui me vient comme image. Comment toi ça t'est venu pour t'autoriser parce que enfin, tu me dis là j'étais une petite fille timide quand on te voit en presta, pas du tout. Donc comment t'as fait pour apprivoiser cette timidité et qu'est-ce qui t'a amené justement à ce gospel qui fait que ça fait vibrer les gens quoi. Bah, déjà, merci, merci de ces témoignages. Ça me touche toujours à chaque fois de me dire que cette sensation de place, le public le ressent. Et voilà, et ça me fait du bien de me dire que je ne me suis pas trompée aussi. On ne se trompe jamais dans les expériences de vie, personnelles ou professionnelles, mais ça me fait vraiment à chaque fois chaud au cœur, vraiment. Alors, je crois profondément, comme on dit dans ma culture, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment, je crois, un destin, une mission de vie parce que j'ai été donc au conservatoire et mon frère était rentré dans ce qu'on appelle une institution, un orchestre semi-professionnel à la fois vocal et musical. Et à l'époque, je crois que ça se fait encore, mais un peu moins en France, on avait donc des chœurs semi-professionnels qui invitaient des artistes avec les enfants. Et quand je suis arrivée, la magie fait que quand j'arrive, je chante avec deux énormes groupes internationaux de gospel qui étaient donc les Golden Age Quartet, la référence, et vraiment gospel que j'aime et que je défends aujourd'hui, vraiment le Negro Spiritual des Racines, des Chants de Coton, et Rhoda Scott, qui est vraiment la chanteuse aux pieds nus, qui est vraiment exceptionnelle. Et donc, premier concert, ça faisait peut-être 1 mois que j'étais arrivée là-bas, et je me retrouve choriste, soliste avec eux, et je me rappellerai, et c'est vrai que je le dis souvent dans mon spectacle, dans mes témoignages, mais j'ai reçu vraiment comme un appel d'amour. Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier, chanteur. Personne n'en parle, je ne savais pas. Et du coup, je me rappelle, entre deux chansons, j'ai eu un arrêt. Et j'ai regardé ces gens, j'ai dit, mais et j'étais déjà croyante. Et c'est vrai, j'ai dit à Dieu, mais on peut vraiment être chanteur professionnel, on peut gagner de l'argent avec ça. C'est un métier. Oh, mais moi, je rêve en fait d'être chanteuse de gospel si tu veux bien. Et je pense que mon appel a été entendu parce que ce qui a été exceptionnel, c'est que j'ai chanté donc une deuxième fois avec Rhoda Scott. Et quand je suis arrivée à Paris, eh bien, tout de suite, le chemin du gospel s'est ouvert. J'ai été assistante du plus grand producteur de gospel mondial, je ne savais même pas. Magnifique. J'ai été prise sous l'aile de mon premier parrain, Marcel Boungou, qui m'a pris en tant que choriste soliste et qui m'a lancée. Et en fait, c'est ça, ils m'ont adoptée. Voilà, tout simplement. Et sans explication, ils m'ont juste dit, vas-y, chante, chérie. Et voilà, et c'est que de l'amour. Et bah, depuis l'âge, depuis ces premières rencontres à 15 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est que de l'amour. Et merci beaucoup pour ce que tu partages parce qu'en fait, c'est, tu sais, parfois il y a des personnes, ça va être une évidence. T'en as d'autres qui, c'est pas une évidence, mais la vie essaye à chaque fois de les remettre sur le chemin et puis ils prennent un chemin autre, ils se disent mais je comprends pas tout ce que j'entreprends, ça marche pas. Bah oui, parce que la vie elle a peut-être un autre dessin pour toi, donc pense à regarder ce qui se passe autour de toi. Et c'est vrai que pour en avoir échangé aussi avec toi quand on s'est rencontrés cet été, tu as aussi cette envie, au-delà du chant,
et du gospel que tu partages, tu es une fervente défendeuse, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, du gospel. Enfin, tu vois, tu amènes, c'est pas juste la chanson, il y a tout l'univers. Tu parlais du négro spirituel, etc. Mais pour toi, quand on parle, c'est vraiment quelque chose qui est ça vient d'une racine particulière. Enfin, il y a toute une histoire, un héritage. C'est pas juste parce que tu sais, aujourd'hui on voit des chorales gospel dans les églises, etc. Alors oui, c'est vibrant parce que ça emmène le public, etc. Et ce que j'ai bien aimé dans ton approche, c'est que ça avait vraiment d'où que ça vient, ses racines, et c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, d'amener cette culture. Tu vois, tu parlais de ta propre culture slave, etc. Mais tu as aussi, voilà, j'allais dire, c'est à toi toute seule, tu es un condensé de tout ce qu'on peut rencontrer, parce que c'est aussi s'ouvrir à d'autres choses. Et je pense que l'approche négro spiritual et gospel n'est pas la même que ce que tu as pu apprendre comme instrument ou comme musicalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fort chez toi. C'est cette envie de transmission, au-delà de ce que tu proposes, mais aussi par rapport à c'est quoi le gospel, d'où ça vient, pourquoi c'est né. Et il y a toute cette histoire parfois qu'on oublie. Parce que comme tu dis, il y a les champs de coton, enfin, c'était une période compliquée. Et ça, c'est vraiment un hymne, j'allais dire, de paix, enfin en tout cas d'un peuple qui s'est relié pour amener de la joie dans une période qui n'était pas forcément joyeuse. Donc je vais te laisser un petit peu expliquer, parce que pour moi, c'est vraiment aussi la base, et dans ce que tu partages, c'est vraiment très fort. Alors, c'est intéressant et je te remercie d'en parler parce que euh, mes parrains, mes maîtres gospel, ont cette approche aussi. Pourquoi eux, c'est leurs racines. Ce sont soit des afro-descendants, soit des Africains, soit des Afro-Américains. Et moi, ce que j'avais adoré, c'est que dans ces grands de ce monde, ils parlaient directement des racines, donc des champs de coton, négro spirituel, et que c'était un chant de libération d'esclavage. Quelle résilience de sortir d'un drame humain et de pouvoir en faire un chant si beau qui était quand même au départ polyphonique, a cappella, 4 à 6 voix, et les instruments étaient les instruments de travail, devenaient des percussions. Et ce qui a été beau, c'est que quand je suis vraiment rentrée dans le gospel professionnel à 18 ans à Paris, en arrivant, comme je suis plutôt d'études littéraires, j'étais à la Sorbonne Nouvelle en dramaturgie, j'avais besoin de lire, j'avais besoin de comprendre. Et après, j'ai fait la reliance aussi avec l'esclavagisme polonais, parce que nous étions les premiers esclaves blancs. Et surtout, j'ai posé la question en disant, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, vous m'avez adopté, sachant qu'il n'y a pas de couleur de peau dans notre couleur de musique. Ils m'ont dit, parce que tu as la fréquence. Quand tu chantes, effectivement, tu chantes et il y a tout le monde, tous les esclaves qui viennent chanter avec toi, mais dans la joie, dans l'amour, parce que j'ai ces racines-là, j'ai ces cellules dans mon âme aussi, parce que en tant que polonaise, les larynx polonais sont très proches des larynx africains. Et en fait, tout de suite, je me suis sentie missionnée aussi, parce qu'à 18 ans, je suis rentrée notamment pour l'éducation nationale. Pour moi, c'était très important que ça passe par l'éducation. Et comme je disais, c'est vrai que c'était magique de faire chanter du gospel à l'éducation nationale, faire chanter du gospel dans les crèches ou dans les EHPAD, les institutions de seniors, ou même en fin de vie aux hôpitaux. J'ai trouvé qu'en fait, je me suis dit, mais si je suis missionnée à chanter du gospel, en plus, je suis une jeune femme blanche française, mais c'est génial. Alors, autant à la fois rendre hommage à mes ancêtres, rendre hommage à ses ancêtres, leur culture auxquelles on est entremêlés, parce que je crois profondément qu'on vient tous des mêmes cellules souches. Voilà. Et donc, j'en ai fait, oui, une mission de vie. Et c'est vrai que, bah, franchement, amener le gospel à l'éducation nationale, au départ, les gens étaient réticents. Je leur dis, vous faites du chant spirituel, pourquoi pas le gospel? Et comme je dis, une de nos plus belles victoires, c'est de retrouver Mahalia Jackson dans les livrets scolaires. Je me dis, on a été une goutte d'eau. Je n'ai pas été seule, mais j'ai été une goutte d'eau d'amener le gospel à l'éducation nationale. Et aujourd'hui, ça y est, on chante Joshua Fête the Battle of Jericho à l'école primaire, au collège, et on reparle des droits civiques de Martin Luther King et du combat de Mahalia en disant, n'oubliez pas que c'est quand même eux aussi qui ont contribué à la liberté, à l'humanisme et surtout la non-violence. Et ça, c'est quelque chose, enfant par contre, que j'ai fait comme choix de vraiment défendre la non-violence, toutes les cultures, l'antiracisme, la laïcité, dans toute la beauté de la laïcité française, et de se dire, bah, je chante du gospel, mais je le viens dans une démarche laïque, je n'impose rien, on est juste ensemble dans la joie, l'amour et le partage. Wow, merci, c'est vraiment très chouette et très beau ce que tu partages. Et il y a quelque chose qui me venait en t'écoutant parler, c'est cette notion
de chant de libération. Et en fait, parce qu'on est tous, à un moment donné dans nos vies, on se retrouve prisonnier de quelque chose. Tu vois, tu parlais, effectivement, l'origine, c'est les champs d'esclavage, mais des esclaves, mais c'est aussi aujourd'hui, on peut tous devenir esclaves de quelque chose. Et je voulais juste repréciser aussi, pour t'avoir vu sur scène, quand les gens, tu sais, quand on est dans un événement, on ne sait pas trop ce qui va se passer, les gens sont un peu coincés. Hein, et tu le ressens à chaque fois que tu fais des interventions, mais les gens, ils sont là à regarder l'autre. Et en fait, il y a ça enlève toutes les barrières. À partir du moment où tu as des gens qui savent pas forcément chanter, mais c'est juste de faire des sons, donc du coup, t'en mêles. Et ce que je trouve génial, et je te dis, j'en ai des frissons rien que d'en parler, c'est qu'il y a la magie qui opère. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et perso, moi, j'adore le gospel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont réfractaires à cette musique. En tout cas, moi, ça m'amène aussi quelque chose de... Ça vient de chercher dans tes tripes, en fait. Et pour l'avoir vu de mes yeux vus et avoir participé à ta création, on en parlera juste après que tu partages, c'est... Tu viens toucher les gens au cœur ou dans leurs cellules et ça fait vraiment, on sent ce truc qui pétille et qui monte et qui est juste incroyable et c'est vraiment important pour les gens qui nous écoutent. Si vous avez la possibilité ou l'opportunité d'aller découvrir une chorale gospel, même si vous ne savez pas chanter, passez la porte, vous allez voir, ça va vous transformer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vient te reconnecter. Tu parlais d'âme, mais je pense que c'est ça aussi, tu vois. C'est un chant qui est universel et qui vient connecter les gens les uns aux autres. Enfin, moi, je trouve ça génial. Donc déjà, merci pour ça. Et ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est comment toi, t'en es venue de chanteuse à créer, puisqu'aujourd'hui, tu as ton activité, t'amènes justement le gospel dans des différents lieux, etc. Et tu crées, parce que tu composes des chorales, et ça, c'est quand même génial. Comment t'en es venue à, j'allais dire, l'entrepreneuriat d'avoir, parce qu'il y avait toi au départ, mais aujourd'hui d'en faire une structure que tu valorises et que tu partages dans les événements que tu produis. Donc, comment t'en es venu à ça? C'était quoi le déclic pour toi de se dire, allez, tu avais compris que tu voulais chanter et te payer pour ça, mais comment tu as créé ton activité et ta société en fait? Ah, c'est intéressant parce que ce qui a été magique quand même, parce que ma vie a quand même professionnellement été vraiment magique, c'est quand je suis arrivée donc à Paris, tout en faisant mes études, donc je faisais des études de dramaturgie auxquelles on est amené soit être metteur en scène, soit être critique de spectacle, soit comédien, mais vraiment de théâtre classique, comédie française, etc. Donc vraiment sur des niveaux intellectuels très, très, très élevés. Et c'était quelque chose qui me nourrissait. Donc j'avais vraiment le gospel, la musique, et j'avais le côté vraiment très intellectuel où je voulais aller jusqu'à ma thèse, mais après je suis tombée enceinte, donc je ne suis pas allée au Québec faire ma thèse. Mais voilà, je suis quand même allée jusqu'au Master 1 et je me suis nourrie de ça. Mais je me suis dit, mais en fait, moi, je suis libre, comme je défends la liberté auprès de nous tous et de moi-même. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas être salariée. Le fait juste symboliquement d'avoir un patron, pas que je n'accepte pas la hiérarchie ni l'autorité, je n'ai aucun problème avec ça, j'adore, mais je ne me voyais pas être au service de quelqu'un. Je voulais être au service du monde. Donc, tout de suite, à 18 ans, en fait, j'étais donc intermittente du spectacle, voilà, et j'ai commencé à créer mon cabinet d'art-thérapie vocale. Et petit à petit, à force d'avoir des clients, d'avoir des team building, d'être en entreprise, d'être travailler avec les mairies, les élus, parce que j'ai beaucoup travaillé avec la mairie de Paris, notamment où on a pu faire changer voilà, des lois et tout ça, c'était génial. Eh bien, petit à petit, je me suis dit, mais Flo, il faut que tu montes ton entreprise, il faut que tu montes ta boîte. Et j'ai eu mon deuxième bébé, j'ai fait une pause musicale en 2009 et j'ai dit, mais waouh, pause bébé, profites-en. Je me suis dit, allez, je vais passer un diplôme de consultante formatrice parce que j'avais déjà des formations autour de la bientraitance, de la voix, pour les dirigeants, autour du leadership, la confiance en soi. Donc, je les faisais déjà chanter, je les faisais déjà parler pour la prise de parole en public, la gestion du stress et de la confiance en soi. Et je me suis dit, mais Flo, là, on t'appelle en mission, c'est super, mais monte ton bébé, monte ta boîte. Donc, j'ai monté ma boîte en même temps que j'ai eu mon diplôme. C'était en 2012. Et bah, c'est sûr que comme j'avais déjà tout le réseau et que c'était déjà écrit, que c'était facile, parce qu'il faut quand même dire à nos jeunes, et c'est pour ça qu'on les accompagne aussi, c'était vraiment facile. Moi, je suis arrivée en 97 à Paris, 97 jusqu'à 2020. Franchement, c'était le rêve. Hein. Tu voulais travailler, tu travailles. Moi, j'ai jamais été au chômage de ma vie. Il y a eu une petite chose, oui, un petit moment où c'était difficile, mais c'était fait exprès pour que je recrée, et j'avais créé du coup mon école d'économie musicale. Donc c'était fait exprès. Des fois, les vacances imposées, ce qu'on appelle le chômage, en fait, j'ai dit non, non, Flo, pose-toi, crée ton projet. Et donc, ça a été évident.
Et après, est venu mon trio vocal, 5 ans, Mrs. Swing, et naturellement l'association Miss Swing événement, parce que j'avais envie de redonner tout ce qu'on m'avait donné dans la vie, de pouvoir aider les gens de 0 à 100 ans en grande difficulté émotionnelle, professionnelle. Et du coup, vraiment, cette asso, c'est une famille. Voilà, elle est à Bordeaux, mais on intervient en France, à l'étranger. Et c'était vraiment pour aider le maximum de gens et leur dire surtout que dans la tristesse, tout ça, il y a toujours l'espoir, la petite lumière, hein, ce qu'on a dans le blues, le gospel, mais surtout qu'ils sont jamais seuls. Qu'ils peuvent m'appeler jour et nuit, c'est ce qui arrive des fois, on a des détresses même nocturnes. J'ai dit, on est là et on sera toujours là. Et c'est ça, en fait. Voilà, j'avais vraiment envie que mon bébé, mon entreprise puisse se développer en trio vocal, après puisse se développer en association et qui, j'espère, après va devenir une fondation internationale parce qu'on a commencé les collaborations avec Québec et Montréal. Ouais, c'est un de beaux projets en perspective. Alors justement, Miss Swing événement, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Qui peut avoir besoin de tes services? Parce que tu parlais des petits, des anciens, des seniors, des entreprises. Comment ça se passe? Moi, je l'ai vu en live. Donc, c'était de créer une chorale à partir d'un public de 600 ou 800 personnes et le résultat était juste incroyable. Comment ça se passe pour que les gens comprennent un petit peu? Moi, je mettrai toutes les informations en descriptif du podcast. Okay. Dis-nous un petit peu, voilà, comment sur quel sujet est-ce qu'il faut avoir des compétences? Est-ce que c'est du team building? Est-ce que c'est de la cohésion d'équipe? Voilà, justement, je te laisse expliquer un petit peu. Ok, donc, alors l'association Miss Swing Événement, c'est vraiment une association culturelle et sociale où on a différentes actions. On a un chœur gospel qui vient 3 fois dans l'année, où tout le monde peut venir, en France et à l'étranger. C'est ce qu'on appelle une masterclass gospel. Donc, il y a 3 week-ends qui sont bloqués pour ça, où les gens, même s'ils n'ont jamais chanté de leur vie, viennent vivre vraiment une masterclass à l'américaine, où on a souvent une fin de résidence, petit concert, avec un musicien live, et on y va. Et c'est vraiment une exploration de ce que tu disais, de ce qui fait vibrer. On a des journées bien-être, donc souvent c'est soit des journées bien-être famille, là d'ailleurs on en a une le 7 décembre à Bordeaux avec un centre social, et là c'est 0-100 ans, donc il y a des ateliers bébés, il y a du coaching individuel parental, donc de couple, il y a aussi du coaching maman ou papa solo, on a par exemple des ateliers de relaxation détente, de yoga, là on a une maman qui va faire yoga thérapeutique. On a de la musicothérapie, on a forcément, il y a la petite chorale aussi, le fameux Circle Song là, dans le parc, de faire chanter 400 personnes dans le parc. Ils s'y attendent pas et au bout de 10 minutes, ils chantent et ils ne savent même pas pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils chantent parce qu'on sait des onomatopées, mais du coup, ils se retrouvent à vibrer et à chanter ensemble de toutes les générations. Donc, les journées bien-être, mais il y a aussi les accompagnements individuels et on est vraiment spécialisé dans toutes les difficultés adolescentes, étudiantes, donc parce qu'il faut savoir que l'adolescence finit à 28 ans, notamment dans la composition de la voix et des os. Donc, ça veut dire que les plus précoces, c'est 8 ans, pré-ado. Donc, de 8 à 28 ans, il y a 20 ans à se construire psychologiquement, émotionnellement. Donc, on a beaucoup d'adolescents en souffrance qui, des fois, font ce qu'on appelle des TS, hein, des tentatives de suicide. Du coup, on essaye vraiment qu'ils arrivent à se reconstruire après. On a des personnes autour des cancers, de Parkinson, des burn-out, des dépressions. Donc, vraiment, on accompagne en fait les personnes aussi en individuel, en duo, couple, mais aussi on fait des thérapies familiales. Donc, on a plusieurs intervenants, parce que ça fait 3 ans et demi que l'association existe, et on a un catalogue à peu près de 60 personnes, entre les psychologues, les coachs, les sophrologues, les art-thérapeutes, les musicothérapeutes. On a aussi parfois, comme on travaille aussi avec les entreprises, donc on a aussi des collègues RH, infirmières, on a des collègues médecins, comme aussi j'ai beaucoup développé autour de la neuroscience, et parfois quand on a des cancers, bon ben voilà, là on travaille aussi avec les maisons roses, donc là on a le gros projet, donc la Ligue du cancer. Voilà, en fait c'est un espace ouvert, donc soit il y a des ateliers, soit il y a des coachings individuels, soit il y a des journées, mais il y a aussi, les gens savent maintenant dans la communauté que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils appellent. Ils écrivent en disant voilà, j'ai besoin de ça. Donc, des fois, ça peut être j'aime bien cette anecdote parce que ça arrive jamais, mais un jour ça arrivera peut-être, mais genre, j'ai besoin d'un jardinier. Mais j'aime bien raconter ça parce que appelle. On connaît toujours, c'est la chaîne des 7 personnes. On connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, tu as besoin de babysitter, tu as besoin d'une femme de ménage, tu as besoin d'un jardinier, mais tu as besoin même d'un amoureux. Tu trouves un amoureux, et peut-être que tu vas trouver l'amoureux chez nous. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un écosystème d'entraide, c'est une famille.
tout simplement. Dans ce que tu expliques aussi par rapport aux personnes qui ont eu des traumas sur leur chemin, c'est aussi ce rapport au corps, en fait, de se réapproprier sa voix, c'est aussi qui je suis. Qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je dis, comment on me perçoit, et c'est fort dans ce que tu partages parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, alors quand je parle de voix, c'est aussi les émotions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je vis les choses, et ça permet, tout ce que tu expliques, ça permet aussi d'exorciser certaines choses, que ce soit la colère, etc., ça peut être dans le rythme, enfin, c'est, c'est vraiment, j'allais dire, un outil qui est bien plus puissant que ce qu'on pourrait penser, parce qu'on parle tous au quotidien, et on ne t'imagine pas à quel point cette puissance, elle est là. Donc déjà, je trouve ça génial dans ce que tu partages. Alors justement, dans tout ce parcours qui est riche, j'allais te proposer deux choses. Quelle a été ta plus grande fierté? Et en deuxième partie de question, c'était quoi le challenge le plus important que tu as dû dépasser toi pour arriver où tu es aujourd'hui? Hmm. Bah, j'ai beaucoup de fierté pour beaucoup de choses, mais on va dire que la première qui me vient, c'est du coup mon dernier parrain, qui est Max Zita, qui est le plus grand chef de chœur gospel français. C'est lui qui a amené le gospel en France, qui a été le directeur artistique de l'album de Nicoletta, qui était sa marraine. Et peut-être ma plus belle fierté, au-delà que je l'aime et que c'est voilà, c'est comme mon papa, c'est comme mon meilleur ami, ma moitié, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. C'est qu'il a accepté d'être mon parrain, d'être mon directeur artistique sur mon spectacle et qui m'a suivi pendant 4 ans. Il n'avait jamais fait ça. Alors, pour une artiste, il suit plein d'artistes, il aide énormément, c'est un homme, c'est un saint, cet homme, même s'il on peut avoir plein de défauts, être un saint. Mais lui, il a pris 4 ans. 4 ans pour moi. Et en plus, une artiste qui est blanche aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que nous, on n'a pas de couleur, nous, entre nous, mais ça va être relié à la deuxième réponse. Ou pour la première fois de ma vie, qu'est-ce que j'ai eu à dépasser? Bah, ça a été difficile parce que j'ai eu une épreuve très difficile professionnelle. C'est qu'on est allé on est allé chanter le spectacle à Avignon, Festival d'Avignon Off, et ça a été difficile parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été confrontée au racisme. Euh, et comme disait Max, cette épreuve très difficile, alors on a eu un succès presse, on a eu un succès public, mais j'ai eu une grande peine. Et comme disait Max, il me dit, là, tu es confronté à ta mission de vie. Tu es confronté à que, bah oui, une petite jeune fille blanche de province, de France, qui chante pour le monde entier, le chant des racines, du gospel, et qui s'autorise à dire, moi, je suis libre, je suis blanche, ok, mais je m'en fiche. Moi, je ne vois pas la couleur de peau, je continue le combat de Martin Luther King et Mahalia Jackson, et je m'autorise à être moi, en tant que femme aussi libre, occidentale. Il me dit, c'est normal que les gens soient jaloux, c'est normal que les gens veulent t'embêter, qu'ils veulent politiser le spectacle, qui était libre. Et du coup, il y a eu vraiment des gros drames à Avignon. Et ça a été très difficile parce que j'ai tout perdu, comme on est nous-mêmes producteurs des spectacles. J'ai tout perdu. Mais ce que j'ai gagné, ben, une nouvelle conscience. J'ai vraiment compris ma mission de vie, de pourquoi il m'avait choisi, que j'étais née pour ça. Et bah, forcément, j'ai tout reconstruit. Hein. Donc, j'ai reconstruit mes réseaux, j'ai reconstruit mes... Parce que comme on dit, hein, c'est vraiment les vrais amis qui restent quand il y a une grosse épreuve. Et la chance que j'ai eue, c'est que tout le monde est resté. Tout le monde est resté. Tout le monde a été là. La famille, les amis, le travail. Tout le monde est resté. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est vraiment ma famille. Parce que ça m'était jamais arrivé. Imaginez, c'est pour nous qui assumons et qui sommes chrétiens, c'est le dépouillement total. Vous avez plus rien. Heureusement, il restait mes enfants. Ma maison, bah, j'ai failli la perdre. Mais je disais, bon, bah, il reste mes enfants et moi. On est 3, on est déjà entiers. C'est déjà énorme. Et donc, ça a été un grand chemin de résilience, de pauvreté aussi et de dépouillement total. Et du coup, je me suis reconstruit, construit. Et c'est là aussi qui est assez beau, c'est que je pense que le projet canadien n'aurait jamais pu peut-être exister aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce drame. Donc, chaque épreuve, c'est un remerciement aujourd'hui parce que je ne suis plus la même personne, que maintenant j'accueille que, bah, en fait, il y a des gens qui vont politiser mon message, mon spectacle et mon hommage, alors que moi, je suis apolitique et que je travaille avec les élus. Mais comme je dis, je travaille avec les élus, mais on ne parle pas politique, on parle d'humain et de lien. Je
travaille avec des sportifs, on ne parle pas de sport, on parle de liens. Voilà, donc on va dire que c'est vraiment ça qui a été difficile, mais aujourd'hui une grande force salvateur parce que je renais encore plus forte, encore plus puissante. Et le but, c'est que maintenant, ils entendent ma voix au Canada, aux États-Unis et que ça sera aussi ma plus belle revanche. Wow, oui, quel beau parcours parce que c'est vrai que quand on te voit, tu dégages cette assurance et cette énergie. Et c'est important parce que c'est vrai que quand on croise les gens, tu sais, on ne sait jamais ce qu'ils ont vécu auparavant. Et c'est vraiment, et merci de ta transparence et du partage parce que c'est aussi ça la force de l'humain, c'est d'être capable de dire, vous savez, vous voyez quelque chose de chouette, mais ça n'a pas toujours été chouette. Et c'est pas toujours évident. Donc merci en tout cas de cette authenticité. Et merci beaucoup, je vois que l'heure tourne, d'avoir accepté mon invitation. Je vais mettre toutes les informations, tu me donneras également par rapport à ce que tu partages, ton spectacle, etc. Je mettrai tout ça en commentaire. Je vais te laisser le mot de la fin. Florence, je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps avec moi. Et voilà, je vais te laisser le mot de la fin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais je te laisse conclure cette interview. Merci à toi. Merci Anne-Sylvie. Vraiment, là, c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions, mais aussi j'ai de l'émotion d'être avec toi parce que vraiment, ça a été une rencontre forte. Et vraiment, tu es quelqu'un que j'aime énormément alors qu'on ne se connaît pas beaucoup. Mais c'est ce que j'aime aussi. Je me dis, les cadeaux de la vie, c'est que on rencontre quelqu'un, on se voit et en fait, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est ce que j'aime, de me dire que la vie est un cadeau et que quoi qu'il arrive, on doit toujours se raccrocher à ce qui est beau. Et voilà, et on rencontre notamment des rencontres comme toi. Donc, merci infiniment. Merci à toi.